Tu trouves pas qu'elle est vraiment sale, l'eau de la Saône? Si, c'est bizarre, pourtant les eaux se régulent naturellement normalement, non? Bah, on devrait pas le faire manuellement? Pour le lac d'Annecy, il y avait un phénomène d'eutrophisation et d'eau verte, ils ont simplement arrêté d'envoyer les eaux usées et ça s'est autorégulé naturellement. Comment ça se fait? Comment peut-on limiter une eutrophisation? Pour comprendre comment limiter une eutrophisation, il faut d'abord comprendre ce phénomène et ses causes. Une eutrophisation, c'est donc un apport excessif en éléments nutritifs dans le milieu qui va provoquer une prolifération des plantes, une diminution de la quantité de dioxygène et un dérèglement du milieu. Pour comprendre ceci, on va donc recréer un écosystème de ce type à moindre échelle. Quand on étudie une eau, 5 facteurs sont importants. Le nitrate, qui est en lien avec le cycle de l'azote, dont on parlera plus tard dans la vidéo, les orthophosphates, le phosphore, le carbone organique et le dioxygène. Une eau stagnante n'a pas ou peu d'afflux en eau et de drainage. Donc pour le dioxygène, on étudie une eau sans remous. On va se concentrer sur un paramètre pour faciliter l'étude, la quantité de phosphate. Voici le matériel pour l'expérience. Des composants phosphates, des bandes test phosphates, de l'élodé, une balance électronique et une éprouvette graduée, un verre de montre, une spatule, une pipette et un pH mètre. On va donc préparer 2 solutions de phosphate à base d'hydrogénophosphate de sodium dont on pèse 0,9 g et de dihydrogénophosphate de sodium dont on pèse 0,4 g. Pour atteindre un bac à concentration 1 g par litre à pH 7 environ et un bac de 0,1 g par litre qui représente respectivement de façon arbitraire une polluée en phosphate et une eau stable. Chaque bac a un volume équivalent et 8,41 g d'élodé pour reconstituer l'environnement étudié. Après 3 semaines de suivi, on observe une forte prolifération d'algues. On mesure avec Hexao la concentration en dioxygène, car c'est un produit des plantes et donc un indice de leur quantité. Plus il y en a, plus il y a de plantes. Pour le bac 1 pollué, on passe de 8,2 mg par litre à 9,7 après 14 jours. On atteint un seuil autour du 20e jour, puis une baisse. Or, on sait que les rejets des plantes créent des bactéries aérobies. On suppose que celles-ci sont responsables de la baisse en dioxygène, car elles en consomment, tout comme la respiration des plantes, qui sont en grand nombre. Pour le bac 2, stable, la prolifération est moins forte. Aussi, on n'observe ni seuil, ni baisse. D'ailleurs, grâce à un test phosphate, on observe que le bac 1 descend de 3 teintes, alors que le bac 2 que de 1. Le phosphate a bien été consommé. Le bac 1 est en début d'eutrophisation. L'eau est trouble. On a donc bien observé qu'un apport excessif de phosphate engendre un dérèglement de l'équilibre et une eutrophisation. Les nitrates sont en effet très solubles et entraînables par les eaux de ruissellement ou d'infiltration. Au-delà de 5 mg de NO3 dans l'eau d'une rivière, il peut y avoir comme ici un développement gênant d'algues. Que faire? On essaye de retirer ces dépôts manuellement, mais ils reviennent au bout de 4 jours. Ça n'a donc pas marché. Dans la nature, ces dépôts sont consommés par des organismes. On choisit donc les daphnies pour illustrer ce phénomène. On introduit donc un prédateur aux algues unicellulaires, les daphnies. Ce sont de petits crustacés mesurant de 1 à 4 mm du genre Daphnia. Elles vivent dans les eaux douces et stagnantes et on peut apercevoir leurs organes internes grâce à leur corps translucide. On fait 2 bacs de même concentration que les précédents et on ajoute la même quantité de daphnies. 3 grosses, une pipette de moyenne et 2 pipettes de petites. Après 3 semaines de suivi, on remarque. Le bac 1, dit pollué, a une croissance en dioxygène similaire à celle du bac 1 pollué de l'expérience 1, mais le seuil et la diminution sont cette fois-ci moins rapides. Dans le bac 2, dit stable, on a une même évolution en dioxygène que dans le bac 1, mais on retrouve plus de grosses daphnies dans le bac 2. On en déduit donc que les daphnies régulent l'eutrophisation à notre échelle en mangeant les algues. En réduisant leur nombre, on empêche une surconsommation en dioxygène due à leur respiration et aux bactéries qu'elles produisent. Seulement, les daphnies survivent moins dans un environnement de stress. La concentration en phosphate semble trop haute pour leur développement, c'est-à-dire que dans le bac 3, on observe un cycle de vie plus court que dans le bac 4. On observe beaucoup de petits, mais les adultes meurent plus rapidement que dans le bac 4. Dans le bac 4, on observe un réel écosystème équilibré avec une stricte croissance en dioxygène et les daphnies vivent plus longtemps. Au sein d'un écosystème, les daphnies n'empêchent pas seules l'eutrophisation. Il existe un équilibre à plus grande échelle. C'est l'ajout de poissons, de plantes filtrantes et de cette chaîne alimentaire qui constitue l'autorégulation d'une eau stagnante. En réalité, les daphnies sont un bio-indicateur de la qualité de l'eau. Nous avons de plus rencontré Jean-Patrice Damien, expert en régulation des milieux aquatiques. La présence d'espèces invasives ne génère pas forcément une eutrophisation ou une hypereutrophisation du milieu, sachant que la matière organique produite va souvent sédimenter dans l'eau, mais va rester sous forme de matière organique en l'absence des compositions bactériennes aérobies. Effectivement, dans l'eau, la matière organique morte peut s'accumuler et ne pas être décomposée. En résumé, l'eutrophisation asphyxie le milieu. Elle est due à une concentration en phosphate anormale liée à des causes anthropologiques comme l'industrie, l'agriculture et les ménages. Réduire notre production en phosphate, c'est protéger notre environnement. Et c'est ainsi qu'on peut limiter une eutrophisation. Et même si l'eau n'est pas verte, c'est pas une bonne idée de sauter dans la Saône.